Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 17 juillet. Quatrième sommet intergouvernemental algéro-italien demain à Alger. Au menu, l'approfondissement du partenariat stratégique entre les deux pays et l'exploration de nouvelles perspectives dans plusieurs secteurs. La normalisation au prix de la souffrance, le porte-parole de l'armée sioniste est attendu demain au Maroc. Un rapprochement sécuritaire aux grandes dames des peuples palestiniens et sahraouis. Une tournée à l'arrière-goût amer. Joe Biden regagne la Maison-Blanche après sa tournée au Moyen-Orient, où il espérait obtenir un accord portant sur l'augmentation de la production pétrolière. Incendie en Europe, les pompiers toujours mobilisés en France, en Espagne, au Portugal et en Italie pour tenter de maîtriser les feux qui ravagent des dizaines de milliers d'hectares. Le Royaume-Uni émet une alerte rouge chaleur extrême. Bonsoir à tous. Alger accueillera demain le quatrième sommet intergouvernemental algéro-italien. Au menu, l'approfondissement du partenariat stratégique entre les deux pays et l'exploration de nouvelles perspectives dans plusieurs secteurs, à l'instar de la coopération énergétique où l'Algérie est considérée comme un partenaire de haute importance pour l'Italie. Le sommet sera également l'occasion d'optimiser la coopération dans différents domaines, dont la culture, mais aussi de diversifier l'économie, notamment sur le volet industriel et des petites et moyennes entreprises, secteur dans lequel l'Italie dispose d'une expertise reconnue. Je vous propose d'écouter à ce sujet à l'ambassadeur de la République d'Italie en Algérie, Giovanni Pugliese, au micro d'Al24 News. Il y aura des importants accords, c'est une relation qui est forte, qui pourrait être encore plus forte. Donc il faut travailler sans cesse pour renforcer ces liens. Le modèle de développement industriel italien qui est fait au 90%, sinon plus que ça, de petites et moyennes entreprises, surtout d'entreprises familiales, est un modèle qui intéresse beaucoup l'Algérie. C'est même le président de la République Tebboune qui a dit que l'Algérie veut s'inspirer de ce modèle. C'est un modèle de gestion familiale souvent, mais de haute technologie et d'une flexibilité incroyable. Donc une technologie qui s'adapte aux clients dans le monde et qui a permis à l'Italie de devenir d'être dans les 7 pays plus industrialisés et d'être la deuxième manufacture européenne après l'Allemagne. Donc surtout, il y a sûrement un modèle auquel on peut s'inspirer et qui peut s'adapter aux exigences algériennes. Coopération algéro-espagnole à présent dans un contexte de crise énergétique mondiale et en réponse à une question liée à l'approvisionnement de l'Espagne en gaz algérien et la diminution des volumes. Le PDG de la société espagnole Enagas, Arturo Gonzalo, a déclaré qu'il était normal d'utiliser moins de gaz algérien en été par rapport aux autres périodes de l'année. Il a affirmé à ce propos que la fourniture de gaz par l'Algérie fonctionnait à 100% conformément aux attentes et aux contrats ainsi qu'au calendrier tracé. Pour le PDG d'Enagas, l'Algérie a gagné la confiance de l'Espagne, d'autant plus qu'elle a respecté les contrats signés. Attendu demain, le porte-parole de l'armée sioniste sera en territoire marocain. On l'observe, l'étroite relation sécuritaire entre les deux parties ne cesse de prendre de l'ampleur aux grandes dames des Palestiniens et des Sahraouis, et ce depuis la signature d'accords de coopération. On s'en souvient avec la venue du ministre de la Défense Benny Gantz à Rabat en novembre dernier. Karim Bouaziz. Une rencontre au sommet dès demain entre des militaires marocains et les envoyés militaires sionistes. Rencontre qui témoigne d'une proximité de vue
sur un ensemble de dossiers régionaux, et ce depuis la signature d'entente en décembre 2020. Mais cette fois-ci, on envoie un poids lourd militaire en territoire marocain, et il ne s'agit rien de moins que du numéro 1 du chef d'état-major de l'Hydre, le dénommé Aviv Kochavi. Ce que l'on peut dire d'ores et déjà est d'annoncer que le militaire haut gradé sera reçu officiellement par les premiers responsables de l'unité de commando marocain, signe manifeste que la coopération prend une tournure importante et préoccupante pour les pays limitrophes. Importante tout comme la signature antérieure d'accords d'armement qui comprenaient la vente de systèmes de défense aériens pour Rabat d'une bagatelle d'une centaine de millions de dollars. Le chef d'état-major ne viendra pas seul, puisqu'il sera flanqué de Hamid Sar, qui n'est autre que le numéro 1 du renseignement militaire sioniste, la fameuse unité Aman. Quand on connaît la configuration des structures sécuritaires sionistes, on ne peut ignorer que l'unité Aman joue un rôle prépondérant pour peser sur le classement des cibles ennemies et instaurer une nouvelle politique pour prévenir toute attaque antagoniste. Un tout qui obéit à une feuille de route sécuritaire globale comptant d'imposer sur la région du Maghreb d'essence américaine dont le fer de lance n'est autre que Sion à l'endroit de la colonie marocaine. Mais pas uniquement. Si l'on souligne qu'il y a quelques semaines, des militaires de l'Hydre sioniste ont participé conjointement avec des militaires sénégalais, ghanéens et tunisiens à des démonstrations publiques au Maroc appelées Projet African Lion 2002. Le tout organisé par l'Africom, c'est-à-dire le commandement américain pour le continent africain. Le Maroc, où une nouvelle plainte a été déposée contre le milliardaire français Jacques Boutier et ses collaborateurs dans ce pays pour harcèlement sexuel, et un 7e suspect placé en garde à vue. Selon les avocats des plaignantes, début juillet, 6 collaborateurs de l'ex-patron français Jacques Boutier, incarcérés en France pour viol sur mineurs, avaient été traduits devant un juge d'instruction et 5 d'entre eux placés en détention à la suite de plaintes d'anciennes employées et succursales du groupe d'assurance français implanté à Tanger, au nord. Appuyés par des renforts pompiers et militaires, les services marocains de lutte anti-incendie continuent à combattre les feux qui ravagent depuis plusieurs jours des régions boisées reculées du nord du royaume. La moitié des quelques 4660 hectares touchés par les sinistres est partie en fumée dans la province de Larache, où est localisé le foyer le plus important et où une personne est décédée. Occupation du Sahara occidental par le Maroc, l'Algérie met les points sur les i. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Nadir Larbaoui, a dans une réponse cinglante publiée par le Conseil de sécurité démontré et balayé d'un revers de la main les allégations mensongères et fallacieuses proférées par le représentant marocain à New York. Il a rappelé les vérités historiques et les fondamentaux du conflit au Sahara occidental. Neila Hamouda. Ce n'est pas la première fois que Nadir Larbaoui tente de remettre les pendules à l'heure. À chaque fois que le représentant du Maroc tente de détourner la question sahraoui de ses réalités historiques et cherche à tromper la communauté internationale par des propos mensongers et des attaques infondées contre l'Algérie afin de faire admettre le soi-disant plan d'autonomie comme la seule solution du Sahara occidental, est immédiatement recadré. Dans sa lettre publiée par les Nations Unies en tant que document officiel du Conseil de sécurité, l'ambassadeur algérien a mis en garde contre le plan d'autonomie du Maroc où il a évoqué 9 principaux volets. Il rappelle que l'examen par l'ONU de la question du Sahara occidental remonte à 1963, lorsque le territoire a été inscrit sur la liste des territoires à décoloniser au titre de la Charte des Nations Unies. Larbaoui a également souligné que le Maroc est une puissance occupante au Sahara occidental. L'Assemblée générale a dès 1975 exprimé sa préoccupation quant à l'aggravation de la situation découlant de l'occupation continue du Sahara occidental par le Maroc. Il a également évoqué le partage d'abord et l'annexion ensuite par le Maroc du territoire occupé du Sahara occidental. Il a fait rappeler que le mandat de la MINURSO, tel que renouvelé depuis sa création et à ce jour, ne souffre d'aucune ambiguïté. Le représentant de l'Algérie auprès des Nations Unies, Nadir Larbaoui, a indiqué qu'il n'est pas nécessaire de s'étendre longuement sur l'opposition du Maroc à la surveillance de la situation des droits de l'homme au Sahara occidental par la MINURSO et par d'autres mécanismes onusiens.
rajoutant que la meilleure manière est de prolonger le mandat de la MINURSO pour inclure le suivi de la situation des droits de l'homme dans le territoire occupé et dans les camps de réfugiés de Tindouf. Nadir Al-Arbaoui n'a pas manqué de signaler que le Maroc a renoncé à ses propres engagements dans le cadre des Nations Unies et du plan de règlement de l'Organisation de l'Unité africaine de l'époque. Ce dernier a été accepté en 1988 par les deux parties et approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 1990 et en 1991. Pour conclure, il a fait porter la responsabilité de la rupture du cessez-le-feu et de l'escalade au Maroc, tout en insistant sur le fait que la puissance occupante du Sahara occidental tient à persister dans son attitude de déni qui vise à préserver le fait accompli et à nourrir une complicité éphémère à sa soi-disant solution de l'autonomie. Et en évoquant la cause sahraoui, le ministre d'État britannique au Bureau des Affaires étrangères du Commonwealth et du Développement, Graham Stuart, a réitéré la position du Royaume-Uni concernant le conflit au Sahara occidental, appelant à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, à même de permettre l'autodétermination du peuple sahraoui. Stuart a affiché le soutien de son pays aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. Je vous le disais en titre, la tournée de Joe Biden au Moyen-Orient n'a pas eu les résultats escomptés par les États-Unis, partis obtenir un accord portant sur l'augmentation de la production pétrolière afin d'amortir le choc dans son pays. Biden est retourné chez lui avec sa déception entre les mains, comme celle qu'il a laissée aux Palestiniens et Souhila Akilal. Il espérait réaffirmer l'influence des États-Unis au Moyen-Orient lors de sa première tournée dans la région en tant que président, mais en vain. Aucune percée diplomatique notable n'a été réalisée par Joe Biden, que ce soit sur le plan du pétrole ni sur le rôle de l'entité sioniste dans la région. Après avoir passé 2 jours dans l'État sioniste et à peine 3 heures dans les territoires occupés palestiniens, le président américain a achevé sa tournée au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite. Le Royaume était l'étape la plus délicate du voyage, la flambée des prix de l'énergie après l'invasion de l'Ukraine ayant contraint Joe Biden à le courtiser. Washington espérait un coup de pouce de la part du premier exportateur mondial de brut pour faire baisser le prix élevé du pétrole. À l'issue des réunions avec les dirigeants saoudiens, Joe Biden avait annoncé, je cite, « Je fais tout ce que je peux pour augmenter l'offre de pétrole » avant que son conseiller en sécurité nationale, Jake Sullivan, ne tempère les attentes américaines en affirmant que toute action sera menée dans le cadre de l'OPEP+, l'alliance des principaux pays exportateurs qui comprend notamment la Russie. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a lui déclaré que son pays avait annoncé une augmentation du niveau de sa capacité de production de pétrole à 13 millions de barils par jour et qu'il n'a pas la capacité de faire plus. Au niveau des relations avec l'entité sioniste, le Royaume n'a jamais adhéré aux accords d'Abraham négociés par les États-Unis en 2020 qui ont permis à l'État sioniste de normaliser ses relations avec certains États de la région, notamment le Bahreïn et les Émirats arabes unis. La réponse saoudienne n'est pas allée dans le sens de Washington et de ses alliés, assurant qu'il n'y a pas de reconnaissance de l'État d'Israël que dans le cadre d'un accord de paix avec les Palestiniens. En somme, Biden est retourné à Washington, bredouille. Dans l'actualité également, 3 Palestiniens ont été blessés ce dimanche par balle de l'armée d'occupation israélienne lors d'affrontements dans la ville de Toubas, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Aucun commentaire n'a été émis par les autorités sionistes à ce sujet. L'armée d'occupation prend d'assaut assez souvent les villes et villages palestiniens pour procéder à des arrestations provoquant des affrontements avec les habitants. Le gouvernement internationalement reconnu du Yémen a réitéré sa détermination à instaurer une paix durable et à renforcer la trêve négociée par les Nations Unies, appelant la communauté internationale à exiger que les Houthis appliquent la trêve et libèrent la ville de Taez. Or, le mouvement yéménite Houthi Ansarullah a annoncé son refus de prolonger la trêve onusienne conclue entre les parties au conflit le 2 avril dernier.
144e jour du conflit en Ukraine, Moscou intensifie ses opérations au Donbass avec un éventuel deuxième plan sur le terrain dans cette région. Dans la foulée, Bruxelles va étudier le durcissement des sanctions à l'encontre du Kremlin à l'occasion de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne prévue demain. Amin Touta. Une prochaine étape des opérations russes en Ukraine serait envisageable par Moscou. Selon Kiev, des troupes russes se regroupent en vue d'une opération à Slaviansk. D'après les autorités militaires ukrainiennes, il ne s'agit pas seulement de frappes de missiles depuis l'air et la mer, mais une utilisation active de l'aviation tactique et des hélicoptères d'attaque. Et à Kharkiv, dans le nord-est, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, a été la cible de frappes de missiles durant ces dernières 24 heures, selon le gouverneur de la région. Le commandement des forces de Donetsk a déclaré qu'au cours des dernières heures, l'armée ukrainienne a bombardé diverses villes de la République autoproclamée avec des dizaines d'obus de divers types d'armes. En dehors du terrain, les ministres de l'Union européenne devront se pencher demain lundi sur une proposition de la Commission européenne d'interdire les achats d'or à la Russie pour aligner les sanctions de l'Union européenne sur celles de ses partenaires du G7. Un autre projet vise à inscrire de nouvelles personnalités russes sur la liste de l'Union européenne. Côté humanitaire, plus de 6 millions d'Ukrainiens se sont déplacés à l'intérieur de leur pays, selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Il s'ajoute à plus de 5 millions d'Ukrainiens enregistrés en tant que réfugiés dans d'autres États européens depuis le début du conflit. Le groupe énergétique russe Gazprom attend toujours la récupération auprès de l'entreprise allemande Siemens, la turbine du gazoduc Nord Stream 1 réparée au Canada. Le gazoduc entre la Russie et l'Allemagne pourra alors être remis en service selon l'entreprise. Ces dernières semaines, Gazprom a livré 60% de gaz en moins par le gazoduc que d'habitude. Selon l'entreprise, cela a été dû essentiellement à la pièce manquante. Dans l'actualité également, les 8 membres d'équipage de l'avion cargo Antonov qui s'est écrasé hier soir près de la localité de Palais-Chori-Kavalas dans le nord de la Grèce en péri dans le crash. L'Antonov 12, propriété d'une compagnie ukrainienne Meridian Ltd, transportait environ 11 tonnes d'armement, notamment des mines de mortier éclairantes. À destination du Bangladesh, l'avion avait décollé de l'aéroport de Nice dans le sud de la Serbie. Je vous en parlais en titre, incendie en Europe. Les pompiers sont toujours mobilisés en France, en Espagne, au Portugal et en Italie pour tenter de maîtriser les incendies qui ravagent des dizaines de milliers d'hectares au Royaume-Uni, qui a émis pour la première fois une alerte rouge, chaleur extrême, pour lundi et mardi. La population se prépare à des températures potentiellement jamais atteintes. Le mouvement de protestation au Sri Lanka est entré ce dimanche dans son 100e jour. Les manifestants qui ont participé à la chute du président Gotabaya Rajapaksa, jugé responsable de la crise économique catastrophique du pays, braquent désormais leur colère sur son successeur. Le point avec Leila Gertal. Ce dimanche marque le 60e jour du mouvement de protestation au Sri Lanka. Les manifestants qui ont précipité la chute du président Gotabaya Rajapaksa, jugé responsable de la crise économique catastrophique du pays, ne décolèrent pas et braquent désormais cette colère sur son successeur. Ce qui était une protestation juste contre la classe politique de l'ancien président et de ses frères s'apparente aujourd'hui à un vrai mouvement de rejet général. Ce mouvement baptisé Aragalaya, ou la lutte, est largement orchestré via les réseaux sociaux. La campagne pour exiger le départ de Rajapaksa avait commencé, rappelons-le, le 9 avril dernier, où des dizaines de milliers de manifestants provenant de tout le pays avaient dressé un campement devant les bureaux de la présidence dans la capitale Colombo.
Le mouvement était donc initialement censé durer 2 jours, mais les organisateurs, surpris par l'affluence beaucoup plus forte que prévu, avaient décidé de maintenir le campement indéfiniment. La crise économique, qui se traduit par de sévères pénuries d'aliments, de médicaments, de carburant et d'électricité, a uni dans la haine de Rajapaksa et de son clan familial. La majorité cinglante bouddhiste et les minorités tamoules et musulmanes, des groupes ethniques jusque-là irréconciliables. Le Premier ministre Ranil Wickremesinghe, qui assure l'intérim à la tête de l'État et qui est soutenu par le parti de Rajapaksa, le SLPP, est considéré comme le favori pour lui succéder lorsque le Parlement élira un nouveau président le 20 juillet prochain. Ces effets d'annonce n'auront pas servi à obtenir l'effet escompté et encore moins d'absorber la haine des Sri Lankais qui ne veulent plus avoir affaire à l'ancien président. Ni à ses favoris, ni à ses proches, mais ne veulent qu'une chose, en découdre avec un système corrompu où le peuple était loin d'être une priorité. Parlons sport à présent. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a entamé ce dimanche une visite en Algérie au cours de laquelle il aura, avec les responsables du football algérien, plusieurs discussions. Patrice Motsepe a été notamment reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le président de la CAF se rendra au niveau de plusieurs infrastructures en cours de réalisation à Alger avant d'achever sa tournée de 2 jours par la visite du Centre technique national de Sidi Moussa. Aujourd'hui, j'ai eu une très belle rencontre avec le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. On a fixé beaucoup d'objectifs. Je remercie le président algérien et le ministre des Sports pour le soutien du football et mon président de la fédération algérienne. Nous allons organiser en Algérie la meilleure CHAN du football et que l'Afrique n'a jamais connue durant son histoire. Le sport, c'est aussi les championnats du monde d'athlétisme qui se poursuivent aux États-Unis. Dans l'Oregon, 5 médailles étaient disputées pour cette 2e journée. Les meilleurs moments avec Faisal Salah. La 2e journée du championnat du monde d'athlétisme Oregon 2022 nous a relevé l'identité de l'homme le plus rapide de la planète, l'Américain Fred Kerley. La décision de Kerley l'année dernière de passer du 400 au 100 mètres a porté ses fruits de manière spectaculaire puisqu'il a dépassé Marvin Bruce Williams et Traven Bummel dans la dernière foulée pour remporter la médaille d'or en 9 secondes 86 centièmes. Il s'agit du 3e podium 100% américain, le premier depuis 1991 à Tokyo, lorsque Carl Lewis, Léory Burrell et Dennis Mitchell étaient allés en 2-3 au championnat du monde à Tokyo. Cette fois-ci, le balayage a eu lieu à domicile devant une foule nombreuse lors des premiers championnats du monde organisés aux États-Unis. Kerley a également le 200 mètres plus tard cette semaine. Fred Kerley achieves a lifelong dream. Dès le premier lancer de la compétition féminine de lancer du poids, Chesili a débouché un lancer de 20 mètres 49 secondes à seulement 2 cm de sa meilleure marque mondiale, 20 mètres 51 cm, qui est aussi son meilleur record. Cela lui a permis de remporter le premier titre féminin pour les États-Unis au lancer du poids. Gang Li Jiao, médaillée d'or olympique et championne en titre, a remporté l'argent, 20 mètres 39 cm lors de sa 5e tentative. Une 7e médaille record pour Gang. Jessica Schilder des Pays-Bas a remporté le bronze avec un record national de 19 mètres 77 cm. La Canadienne Sarah Mitton a lancé la même distance, mais elle a raté le podium au compte à rebours. Saut en longueur, l'histoire se répète. Wang, l'athlète âgé de 25 ans, a remporté le titre mondial de saut en longueur U20 dans l'Oregon en 2014. Et 8 ans plus tard, il est devenu le champion senior, sautant 8 mètres 36 cm dans le tour final pour priver le grec Miltiadis Tontoglou, 8 mètres 30, d'une autre médaille d'or. Le bronze a été remporté par le Suisse Simon Yammer.
100 mètres, Usher Smith a réalisé le meilleur temps des séries féminines. La Britannique championne du monde en titre du 200 mètres a réalisé le meilleur temps des séries des 100 mètres. Usher Smith a couru le meilleur temps de la saison en 10 secondes 84 centièmes pour remporter sa manche. C'était le deuxième temps le plus rapide sur les 100 mètres de l'histoire des championnats du monde et à seulement 1 centième de son propre record britannique. Au 10 000 mètres féminin, Gritty a battu Obiri dans un scénario déjà vu. L'Éthiopienne Lete Sambi Jidi a remporté le titre sur le 10 000 mètres féminin en prime de la meilleure performance mondiale de l'année. 30 minutes, 9 secondes, 94e centième. Elle a devancé sur la ligne les Kenyanes Hélène Obiri et Margaret Jenimu Kiplomboa. La championne olympique en titre Sifan Hassan a terminé cette course à la 4e position. Pour cette 3e journée, 7 médailles d'or à gagner dans la bataille de 10 000 mètres hommes entre l'Ouganda et l'Éthiopie. Affaire à suivre. Place à la culture à présent pour parler du vernissage de l'exposition Univers Olivetti qui a pris place au sein du Palais de la Culture Mofdi Zakaria à Alger. Cette manifestation artistique organisée par l'Institut culturel italien et conçue comme un pont entre les cultures a été l'occasion pour mettre la lumière entre les relations fructueuses entre Alger et Rome. Sofiane Barodi. Le vernissage de l'exposition Univers Olivetti, réalisé par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale italien, en collaboration avec plusieurs institutions, a eu lieu hier au Palais de la Culture Mofdi Zakaria à Alger. L'événement a vu la présence du conseiller du président algérien, chargé de la culture et de l'audiovisuel, le cinéaste Ahmed Rajdi, ainsi que celle de la ministre de la Culture et des Arts, Soleya Mouloudji. Cette manifestation artistique a été ouverte par l'ambassadeur de la République d'Italie en Algérie. Olivetti représente une histoire de succès industriel, un modèle qui a été suivi par d'autres après. C'est un modèle de société très technologique italienne, mais qui en même temps avait aussi un modèle social important. Donc il y avait une communauté qui était soignée par l'industrie. Donc pour augmenter la production, le succès, il y avait un système de protection sociale très très forte de communauté. Cet ouvrage d'art contemporain, réalisé en collaboration avec la Fondation Olivetti et la Fondation Maxi, permet une initiation en mouvement au riche univers de cette grande famille italienne. Conçu sous forme de parcours retraçant les principales étapes de la contribution d'Olivetti dans la création d'un paysage visionnaire alliant au progrès industriel et technique, la réorganisation de l'espace urbain en harmonie avec la responsabilité sociale et la conscience écologique. L'exposition structurée en 4 paliers permet la visualisation d'un modèle innovant et à plusieurs égards encore avant-gardiste. Ça marche très bien parce qu'ils mettent ensemble l'idée d'une société meilleure, une société où la communauté, c'est la vraie valeur. Et dans le même temps, ils considèrent l'architecture, le design, la graphique comme part très importante de cet avancement de la société. Un public nombreux a assisté à ce vernissage, témoignant du dynamisme qui imprime le rythme de la coopération culturelle entre Alger et Rome. Et ce début d'été a connu un grand retour des festivals culturels en Europe qui ont été annulés pendant plus de 2 années pour cause de pandémie mondiale. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Al24 News. Excellente fin de soirée.